Nous sommes dimanche 27 septembre 2015. Comme en tout cas promis, nous nous retrouvons pour un nouveau numéro de la semaine en images. Nous avons en tout cas l'honneur de recevoir sur ce plateau de la semaine en images mademoiselle Cynthia Koudoura. En tout cas, il n'est plus à présenter. Elle est juriste de formation et elle est secrétaire générale adjointe du FIS, Fonds pour l'intégration sociale. Bon dimanche et bienvenue une fois de plus sur ce plateau de la semaine en images, Cynthia. Merci beaucoup. Comment vous allez? Bon dimanche à vous. Très bien, merci Jean. Voilà, la semaine, cette semaine est marquée par le dénouement du coup d'État militaire au Burkina Faso. Il y a toujours ces débats sur les dialogues, sur les glissements, sur le calendrier électoral. Il y a les feuilletons du G7, les groupes dissidents de la majorité présidentielle. Voilà un peu la trame de cette émission de ce soir. Cynthia Koudoura, nous sommes avec vous. Vous suivez aussi l'actualité qui se passe en dehors du pays. Vous avez sûrement suivi ce qui s'est passé au Burkina Faso. Est-ce que vous avez un petit commentaire à faire ou une leçon à tirer sur ce qui s'est passé là-bas? Mais merci beaucoup déjà, Jean Romance, pour l'opportunité que vous me donnez encore une fois de m'exprimer. Eh bien, moi, ce que je peux dire tout simplement pour la situation du Burkina Faso, c'est que le putsch qu'il y a eu, la tentative de putsch qu'il y a eu là-bas, ça gâche un petit peu la révolution des Burkinabés, parce que voilà, on a vu comment est-ce que le peuple a été courageux, comment est-ce que le peuple a ébranlé le régime, comment est-ce qu'ils ont chassé tout simplement leur président au pouvoir. Et vous voyez tout d'un coup, voilà que, alors qu'on devait aller vers une espèce de transition pour aller vers les élections et qu'il y ait une alternance démocratique, eh ben le putsch est un petit peu venu gâcher tout ça. Donc moi, c'est un peu pour l'Afrique en tout cas, ce ne sont pas des bons exemples. Voilà, donc ça gâche. Nous voulons justement écrire une nouvelle page de l'histoire de l'Afrique avec des manières démocratiques pour monter au pouvoir. Donc ça vient un petit peu, moi je trouve que ça gâche un petit peu la révolution qui a été menée par le peuple burkinabé. Voilà, ça gâche un peu la révolution qui a été menée au Burkina Faso. C'est un peu cette question-là d'alternance qui est devenue très difficile. Et même le président américain s'est posé la question de savoir pourquoi est-ce que les Africains, une fois arrivés, fait mandat, ils font tout pour tripatuer les textes, pour modifier les textes, pour rester au pouvoir. Il y a même un professeur d'université, Michel Innocent Péa, qui a écrit un ouvrage qui est toujours d'actualité, Entre l'alternance absolue des bons sens et l'Afrique à la croisée des chemins, et qui a fait le constat, par exemple, que les changements politiques, en tout cas en Afrique, se font toujours dans la violence, avec la Libye, avec l'ex-Zaïre, et souvent, Absolument. quand ces dirigeants-là quittent le pouvoir, après c'est le chaos. Est-ce que ce n'est pas la peur du chaos qui fait que les gens qui estiment que ils sont quand même sur la bonne voie, ils voudraient bien rester au pouvoir parce que peut-être après eux, ça risque d'être les déluges? Moi, je ne sais pas. Franchement, Jean Romance, moi, je ne sais pas. Je ne sais pas si c'est un problème de culture politique, je n'en sais rien. Mais ce qu'on peut constater, comme je l'avais exposé l'autre fois, il y a un problème, en fait, au niveau du rapport du pouvoir. Chez nos dirigeants africains, ils considèrent l'État comme étant une propriété privée. Donc, on ne peut pas préparer une alternance quand vous êtes dans une telle philosophie, parce qu'ils estiment que le pays leur appartient. Donc il est difficile pour eux, une fois au pouvoir, d'organiser l'alternance. Mais si on se place du côté, par exemple, comme les dirigeants européens comme François Hollande ou Obama, ou les Américains, le président Obama, eh bien, eux, lorsqu'ils montent au pouvoir, ils estiment qu'ils sont, et c'est le cas, ils estiment que ce sont des locataires. Donc, ils vont exercer leur mandat dans les prérogatives de la Constitution, et une fois que les délais sont, voilà, une fois que le mandat est arrivé à terme, eh bien, on laisse la place à quelqu'un d'autre, on laisse la chance à quelqu'un d'autre de pouvoir amener un souffle nouveau, d'amener, peut-être d'achever ce qui a déjà été commencé, ou bien de faire mieux, pourquoi pas, que le prédécesseur. Voilà, nous allons prendre en tout cas le point de vue du professeur Innocent Michel Péa sur cette question d'alternance en Afrique. Et on revient sur ce plateau avec Cynthia Koudoura, juriste de formation, secrétaire générale adjointe du FIS, parti cher au président Koudoura Kassongo. Suivant. Après son récent séjour en France, séjour marqué par des contacts avec des plus hautes personnalités françaises, à l'instar du président François Hollande, Michel Innocent Péa a une fois de plus pris la direction des États-Unis d'Amérique, la superpuissance mondiale. L'homme n'a pas caché sa détermination à poursuivre à travers le monde l'explication de l'importance de la pratique de la démocratie à l'africaine.
Le séjour américain de l'auteur de Entre le bon sens et l'alternance absolue, l'Afrique à la croisée des chemins, s'est avéré très riche en rencontres au regard du nombre et des gabarits des personnalités avec lesquelles il s'est entretenu. L'ambassadeur Herman Cohen, figure emblématique de la guerre du Golfe, le docteur Jonette Cole, directrice du Centre national des musées africains. Elle fait aussi partie des 10 personnes les plus influentes de Washington et les personnes les plus influentes des États-Unis. La rencontre avec cette grande dame dotée de 61 décorations et luttant contre les inégalités entre les peuples est ponctuée par l'échange des dédicaces de leurs ouvrages respectifs. Avec l'ancien président américain Jimmy Carter, les entretiens sont aussi marqués par les dédicaces respectives de leurs ouvrages. La vie aisée à l'âge de 90 ans, cette nouvelle publication de Jimmy Carter a été dédicacée à Michel Innocent Peya. En retour, l'écrivain congolais a dédicacé également son ouvrage à l'ancien président américain. Avec les dirigeants de la Fondation nationale pour la démocratie, une fondation conjointement créée en 1983 par les démocrates et les républicains et qui collabore avec 90 pays dans le monde, Michel Innocent Peya a eu un entretien de 2 heures qui lui aura permis de souligner les vertus de la démocratie à l'africaine. L'autre volet du séjour américain de Michel Innocent Peya, c'est au National Press Club, ce haut lieu de la presse américaine et internationale. C'est ici que les grands hommes politiques et les hommes d'affaires sont reçus pour faire des grandes annonces sur les grandes questions politiques et économiques. Fervent défenseur de la démocratie à l'africaine, une démocratie basée sur le dialogue, le compromis, le consensus et les rites initiatiques, Michel Innocent Peya a expliqué aux Américains comment et pourquoi l'opposition politique en Afrique constitue-t-elle une blanchisserie pour les ex-dignitaires du pouvoir. Pourquoi la démocratie à l'occidentale est un facteur de déstabilisation en Afrique. L'Afrique est en larmes. L'Afrique est en deuil. L'Afrique saigne. Mais la cicatrisation des plaies de l'Afrique, le séchement des larmes de l'Afrique ne dépend pas d'un individu, d'une nation, d'un seul continent, mais dépend de tous les continents qui doivent conjuguer les efforts et qui doivent s'entendre, qui doivent accompagner les autres pour aider ce continent à sortir de cet état actuel. Vous constaterez avec moi que la plupart des nations où les leaders sont partis de manière brutale aujourd'hui sont dans les crises totales. Même les actions du terrorisme partent de là aussi. C'est pourquoi que les États-Unis ne s'arrêtent pas, qu'ils continuent dans cet élan d'assistance des autres nations, d'aider ce continent jusqu'à ce que la notion démocratique soit bien appréhendée et soit bien adaptée à la culture, aux réalités des États africains. Dans cet ouvrage intitulé Entre le bon sens et l'alternance absolue, j'ai proposé certaines pistes pouvant conduire à l'apaisement des crises, des conflits dans le continent africain. J'ai proposé le dialogue entre les différentes couches nationales. J'ai proposé la concertation permanente, le consensus, le compromis et le recours vers les valeurs ancestrales, comme la
approche de solution aux différents mots que j'ai énumérés tout à l'heure. Oui, nous avons clôturé sûrement cette question du Burkina Faso. Nous allons maintenant entamer notre tout premier sujet national. Il s'agit de la déclaration de la dynamique de l'opposition pour l'unité d'action, qui a fait une déclaration sur les questions brûlantes de l'heure, les questions liées au glissement, liées au dialogue, liées au fichier électoral, budget des élections et surtout la nomination des gouverneurs. Oui, Cynthia Koudoura, vous appartenez à la dynamique pour l'unité d'action de l'opposition. Oui, absolument. Oui, je recevais le dimanche passé M. André Moulumba qui vous reprochait, vous à l'opposition, de manquer de leaders. Est-ce que vous allez cheminer comme ça avec des modérateurs pour l'UNC, pour les FIS, pour le MLC, à tour de rôle, jusqu'à quand? Non, l'idée au départ, c'était parce que la population a souvent reproché à l'opposition justement de ne jamais être unie. Et pour une fois qu'on l'est, ça pose encore problème. Non, l'idée c'était effectivement, puisque nous avons un objectif commun, puisque nous avons, un adversaire commun, si je peux m'exprimer ainsi, eh bien nous avons décidé de fédérer nos forces tout simplement pour unir nos forces et pour pouvoir atteindre nos objectifs tout simplement. Donc je ne vois pas en quoi est le problème, le fait de... Et puis c'est une question d'organisation interne, tout simplement. Nous avons estimé que c'est une question de, pour que tout le monde puisse avoir sa place, puisse pouvoir s'exprimer. Nous avons opté pour le système de la modération. Chaque leader, je ne sais pas si c'est par semaine, mais enfin, chacun a à son tour l'opportunité de modérer les réunions et les meetings, etc. Bon, parlons un peu de votre thématique préférée. On l'a vu même lors du meeting du 15 septembre dernier à Njili, meeting qui s'est soldé par des scènes de violence. C'est les glissements. Mais est-ce que vous ne trouvez pas que, avec tout ce que nous avons comme raté, comme retard dans l'application du calendrier de la CENI, parce qu'il était prévu cette semaine que la campagne électorale pour l'élection des députés provinciaux puisse commencer. Rien n'a été fait. Donc il est même hypothétique que les élections provinciales, locales, urbaines, tout ça puisse être organisées à la date échue. Est-ce que ce ne serait pas réaliste, Cynthia Koudoura, que vous puissiez envisager déjà un glissement? Parce que même la Constitution elle-même dit que si le président en place, par exemple, va rester jusqu'à ce qu'on va élire son successeur. Oui. Alors, avant d'aborder votre question, moi, je voulais justement, parce que vous parlez du meeting, je voulais fustiger justement ce qui s'est passé, parce que nous étions en plein meeting, et vers la fin, ou plus ou moins au milieu, vers la fin, on nous a envoyé des assaillants. Et ça, monsieur le journaliste, ça, nous n'acceptons pas. L'opposition, franchement, nous ne sommes pas des forces négatives, nous ne sommes pas une rébellion, nous ne sommes pas des rebelles, nous exerçons les droits, nos droits, qui sont reconnus dans la Constitution et par une loi organique. Et j'ai envie de dire, cette façon qu'on a tout le temps systématiquement de nous envoyer des gens pour perturber nos rassemblements, pour perturber nos meetings, pour perturber le message que nous voulons donner, parce que c'est notre droit de quand même d'apaiser la population, de leur dire voilà ce qui se passe, voilà, vous devez faire attention à ça, et qu'à chaque fois que nos meetings, nos rassemblements soient matés comme ça, je trouve ça vraiment scandaleux. Alors, je voulais dire ici que ça ne sert à rien, puisque l'opposition, ce n'est pas les partis politiques, ce n'est pas l'UNC, ce n'est pas le FIS, ce n'est pas d'autres partis politiques, c'est un état d'esprit. Donc, lorsqu'on essaye de mater l'opposition, c'est comme si vous essayez de mater l'état d'esprit des gens. Ce n'est qu'il n'est pas possible. La véritable opposition, c'est dans les rues que vous les trouvez. C'est dans les maisons des gens, là où il y a le chômage, c'est là l'opposition. Là où les gens ne travaillent pas, c'est là l'opposition. C'est dans les maisons où il n'y a pas d'électricité, les enfants ne vont pas à l'école. Allez demander un petit peu aux parents le ressenti qu'ils ont lorsqu'ils ne peuvent pas envoyer leurs enfants à l'école. C'est là la véritable opposition. Et moi, je ne suis pas d'accord qu'à chaque fois qu'on organise quelque chose, qu'on essaye chaque fois de nous intimider, nous envoyer des gens pour mettre le désordre, voilà, c'est vraiment malheureux. Ça, on n'accepte pas. Oui, sur la question que je vous ai posée, sur la disposition qui dit que si le président actuel, le président qui est en fonction ne peut être remplacé que par le président élu, et si on n'élisait pas à temps le président, le nouveau président, donc vous accepterez quand même au niveau de l'opposition, réelle politique oblige que l'on s'engage par exemple dans une transition comme l'avait souhaité Némon Nassemi pour éviter des troubles dans Non, mais justement, là, nous avons organisé ce meeting-là justement par rapport à votre question parce que nous sommes en plein glissement. Justement, c'est ça le problème. C'est-à-dire que tous les stratagèmes sont mis en place et en fait, sans le savoir, nous sommes en train justement de glisser. Par rapport à ce que vous dites, la Constitution règle
cette question-là par son article 73, justement, en disant que le scrutin du président, de l'élection du président de la République est convoqué 90 jours, enfin 3 mois avant l'expiration de son mandat. Donc la Constitution ici ne prévoit pas justement le glissement ni une quelconque transition. Avant la fin du mandat du chef de l'État, 3 mois avant, il doit y avoir les élections, justement. Et la période là, dont vous êtes en train de faire allusion, c'est simplement la période où, au moment où le président est élu et le moment où il monte en fonction, c'est juste ça. Je prends le cas d'Obama. Obama a été élu en novembre 2009, si je ne me trompe pas, mais il est véritablement monté en fonction en janvier. Alors, le camp adverse ou la majorité utilise ce laps de temps pour dire, oui, voilà, c'est le glissement, la Constitution... c'est un peu comme la Bible, chacun interprète selon la question, sa façon de voir les absolument choses, pas, selon ses c'est intérêts. faux. Ça, c'est de l'intoxication. Si vous prenez l'article 73 de la Constitution, justement, j'ai amené ça pour ça, parce que la Constitution règle ce problème. Il ne peut pas y avoir de transition ni de glissement, parce que le scrutin doit être convoqué 3 mois avant l'expiration du mandat du chef de l'État, justement. Donc, Oui, il y a pas de quand on glissement voit par possible. exemple les relations difficiles entre l'opposition et la majorité, on a vu votre meeting a été perturbé à Njili, ça démontre qu'il y a de l'électricité dans l'air et que vraiment le lendemain ne serait pas meilleur. Est-ce qu'il n'y a pas moyen, comme le conseillent beaucoup de gens, comme par exemple l'UDPS aussi le dit, de dialoguer, de pouvoir quand même faire en sorte qu'on balise les processus électoraux, on voit ce calendrier de la CENI, qu'est-ce qu'on doit élaguer, qu'est-ce qu'on doit prioriser, d'où viendra le financement. Est-ce qu'il n'y a pas moyen quand même que les Congolais se parlent avant ces élections? On a déjà dit que le dialogue à ce stade-ci, ça ne sert à rien. Quand on est sorti de la crise, nous avions en 2011 la crise de légitimité, on a demandé le dialogue. On attend 4 ans, franchement, pour organiser les dialogues. À 1 année de la fin du mandat du chef de l'État. Que voulez-vous que le chef de l'État et son gouvernement nous disent? Moi, je vous avais dit la dernière fois que toutes les prérogatives sont ici confinées, muées dans la Constitution concernant les prérogatives, par exemple, du chef de l'État. Les prérogatives du gouvernement. La CENI aussi, il y a une organique qui organise justement le fonctionnement, les prérogatives de la CENI. Donc, tout est connu. Donc, moi, je ne vois pas l'intérêt, l'opportunité d'organiser un dialogue maintenant. Je ne vois pas qu'est-ce que ça va nous apporter. Parce que les élections, c'était prévu par la Constitution. Quand nous sommes sortis du cycle électoral 2011, nous savions qu'en 2011, nous devions organiser des élections. Et d'après les informations qu'on a, on dit depuis les dernières élections en 2011, chaque année, il y avait 250 millions de dollars qui ont été mis de côté pour le compte de la CENI, pour les élections, justement, l'organisation des élections. Et maintenant, nous sommes à 1 année, on nous dit qu'il n'y a pas d'argent. Alors, vous voulez dialoguer avec des gens qui vous montrent clairement qu'il n'y a pas une volonté manifeste de vouloir organiser ces élections-là. C'est ça le glissement, justement. Alors, il y a une trilogie là, qui est mise en place, justement, pour pouvoir nous faire glisser, pour pouvoir dépasser les délais constitutionnels concernant les élections. Voilà, parlons maintenant de la situation réelle, le financement des élections. Selon les prévisions de la CENI, c'était tout au plus 1 milliard de dollars américains. Et on est là en session budgétaire et je ne crois pas que, est-ce que vous croyez vraiment qu'on peut comme ça prévoir dans ces modiques budgets de la RDC une somme de 1 milliard de dollars pour financer ces élections? Est-ce que vous dites quoi? Il faut que la communauté internationale puisse nous assister pour faire en sorte que ceux qui ont privé la CENI de l'argent pour organiser les élections ne trouvent pas d'arguments. Franchement, moi je trouve que vraiment, normalement, la communauté internationale ne pouvait même pas intervenir. Parce que les questions des élections, ce sont des questions de souveraineté. Alors, normalement, lorsque vous organisez les élections, on doit quand même être capable de les organiser nous-mêmes avec notre argent. Et je viens de vous dire ici que depuis les dernières élections, 250 millions de dollars ont été mis. Mais la réalité, que cet argent est affecté à autre chose. Non, affecté comment? Cet argent n'existe pas. Mais non, c'est ça le problème. C'est qu'on est incapable de nous dire qu'est-ce qui s'est passé. Quel est l'état des choses? Comment se fait-il que nous ne sommes pas en mesure de financer les élections? C'est ça le véritable problème. Et maintenant, quelle est la conséquence? On veut nous traîner, nous, la population, le Congo, dans leur propre turpitude, emmener le pays dans le chaos, dans des glissements, dans des situations qui vont véritablement amener le pays vraiment dans un chaos jamais vu. C'est ça le problème. Tout a été prévu au niveau de la Constitution. C'est une question d'organisation. Quand vous sortez d'un cycle électoral, vous savez que 5 ans après, il y aura des élections. Le gouvernement doit s'organiser pour décaisser l'argent, mettre de côté l'argent pour que la CENI soit en mesure, le moment venu,
à échéance d'organiser les élections. Bon, Cynthia, vous dites non au glissement, mais aussi vous insistez pour, par exemple, qu'on puisse revoir les fichiers électoraux, qu'on puisse enrôler les nouveaux majeurs. Et les responsables de la CENI vous disent que ça peut prendre pas moins de 6 mois, parce qu'il faut commander le matériel, il faut chercher le financement. Est-ce que ce n'est pas aussi une façon pour vous de cautionner ce glissement-là, de chercher à tout prix qu'on puisse en tout cas renouveler le fichier électoral? Quel est l'intérêt que l'opposition ou la population aurait à ne pas organiser à ce que ces élections ne s'organisent pas? Qu'est-ce que nous gagnons là-dedans? L'opposition se bat pour monter au pouvoir, pour pouvoir changer les choses. Donc nous ne gagnons rien si les élections ne sont pas organisées, s'il n'y a pas d'alternance, on n'a aucun intérêt. La population aspire à un changement, donc la population n'a aucun intérêt à ce qu'il y ait un glissement. Le problème, c'est qu'est-ce qu'on appelle le glissement ici? C'est ça, ces stratagèmes-là, justement. C'est-à-dire qu'on devait, là par exemple, vous avez évoqué dans votre introduction que nous devrions, en principe, pour les élections des députés provinciaux, nous devrions être en campagne, maintenant là. Maintenant, depuis que le calendrier a été publié en février, rien n'a été respecté. Alors, dites-moi comment vont se passer les choses maintenant. Alors, on est là, on devrait en principe aller en campagne. La liste n'a même pas encore été publiée. Là, maintenant, on nous dit également que pour les élections des gouverneurs, ça ne sera pas possible. Non seulement ça, on nous dit qu'il faudra organiser les élections des gouverneurs avant les élections des députés provinciaux. Donc, on est dans une bouillabaisse incroyable. Et tout ça à exactement une année de la fin du mandat. Ok, donc il y a une planification du glissement et une planification de la non-organisation des élections, dixit Cynthia Koudoura, secrétaire générale adjointe du FIS. Cynthia, nous allons prendre une pause pour nous rendre en tout cas à la régie, où nous allons suivre en image ce qu'a été en tout cas les dépôts de la requête adressée par Mme F. Bazaï Bamassoudi, secrétaire générale du MLC, en interprétation de l'arrêt de la Cour constitutionnelle qui fait en tout cas débat. Suivant ces images, et nous revenons ici pour pouvoir en parler. Par son arrêt 0089/2015 du 8 septembre 2015, la Cour constitutionnelle avait ordonné au gouvernement congolais de prendre sans tarder les dispositions transitoires exceptionnelles pour faire régner l'ordre public, la sécurité et assurer la régularité ainsi que la continuité des services publics dans les provinces démembrées en attendant l'élection de gouverneurs. Parallèlement, le gouvernement, au cours de son Conseil des ministres du 18 septembre 2015, a adopté un projet d'ordonnance portant nomination des commissaires spéciaux et commissaires spéciaux adjoints du gouvernement chargés d'administrer les nouvelles provinces en exécution de l'arrêt de la Cour constitutionnelle. Faut-il aujourd'hui croire que cette interprétation du gouvernement est conforme au sens qu'entend la Cour et conforme également à l'esprit et à la lettre de la Constitution? C'est toute cette problématique qui fonde la démarche de l'honorable Bazaï Bamassoudi à travers le dépôt ce vendredi 25 septembre à la Cour constitutionnelle de ce recours en interprétation. Une forte mobilisation des cadres du parti autour de la secrétaire générale, en particulier Bazaïba veut tout simplement appréhender le sens univoque de l'énoncé de la Cour constitutionnelle. En tant que responsable d'une grande institution politique comme le MLC, et moi-même je suis député national, tous les Congolais, l'opinion nationale et internationale a suivi l'arrêt rendu par la Cour constitutionnelle par rapport à la requête envoyée par la CENI sur la non-tenue de l'organisation des élections des gouverneurs et les retards connus dans le calendrier électoral. Il y a eu beaucoup de spéculations. En tant que juriste, les arrêts de la Cour constitutionnelle sont applicables. Néanmoins, en tant que responsable, comme vous l'avez souligné, je dois comprendre les contenus, l'esprit de cet arrêt, parce que comme je vous ai dit, ça prête à confusion. Lorsque l'arrêt de la Cour donne des injonctions au gouvernement pour prendre des mesures transitoires exceptionnelles par rapport à la gestion des provinces, je dois comprendre qu'est-ce que ça signifie mesures transitoires exceptionnelles. Et après, j'ai suivi aussi le compte rendu de la réunion du gouvernement du 18 septembre, lorsque le gouvernement a procédé à l'évocation de dispositions de la loi portant administration des provinces, l'article 63-66, pour justifier en fait la nomination des commissaires spéciaux et des commissaires spéciaux adjoints. Je ne pouvais que
procéder à la demande d'un recours en interprétation de cet arrêt. Bien que l'arrêt de la Cour constitutionnelle soit exécutoire, l'article 35 du règlement d'ordre intérieur de cette Cour donne tout de même de possibilités pour toute interprétation de son arrêt. Oui, Cynthia, la requête de F. Bazaïba vise en tout cas l'interprétation de l'arrêt de la Cour constitutionnelle parce que bon, elle dit qu'elle ne comprend absolument rien quand on demande au gouvernement de prendre des mesures extraordinaires, tout ça, pour résoudre des questions d'insécurité ou d'instabilité qui règnent dans certaines provinces. Bon, je ne sais pas. Parlons d'abord de la nomination des commissaires provinciaux. Il était prévu l'élection des gouverneurs intérimaires, et même des candidatures ont été déposées, mais des cautions ont été payées. Et on nous dit qu'il manquait l'argent pour pouvoir organiser ces élections. Est-ce que cet argument-là, selon vous, c'est la première fois en tout cas que je vous reçois sous la semaine en image, c'est comment vous aviez reçu cette explication qui, on estime qu'il n'y avait pas de sous pour organiser l'élection des gouverneurs, qu'aujourd'hui, les mesures spéciaux recommandées par la Cour constitutionnelle, il faut nommer des commissaires spéciaux. Mais la démarche, je comprends tout à fait, Madame F. Bazaïba, et moi-même en tant que juriste, je vous assure que je ne comprends rien du tout. J'ai lu cet arrêt-là. Elle a constaté qu'effectivement que la CENI était dans un cas de force majeure pour pouvoir organiser les élections. Donc la CENI est en difficulté pour pouvoir organiser les élections, spécialement les élections des gouverneurs, vice-gouverneurs. Et l'arrêt ordonne en fait au gouvernement de prendre justement des mesures exceptionnelles pour pouvoir gérer les nouvelles provinces en attendant l'élection des gouverneurs et des vice-gouverneurs et tout ça. Mais moi déjà le premier constat, je me dis mais comment est-ce que la Cour constitutionnelle peut ordonner, la Cour constitutionnelle que je dis ici fait partie du pouvoir judiciaire, comment un pouvoir peut, à travers un arrêt, commencer à donner des injonctions, des recommandations pour ce qui concerne en fait un autre pouvoir. C'est là où moi je ne comprends pas. C'est comme si la Cour se substitue maintenant, je ne sais pas, au gouvernement, à la CENI, pour pouvoir donner des injonctions en disant oui, il faut peut-être organiser les élections des gouverneurs avant, les provinciaux, etc. Non, je comprends parfaitement parce que même en tant que juriste, c'est pas comme ça que ça se passe. La Cour ne peut pas donner des injonctions en disant voilà que le gouvernement doit prendre des mesures exceptionnelles. Et en plus, l'arrêt ne dit pas quelles sont ces fameuses mesures exceptionnelles. Elle n'a pas spécifié ça, donc on ne sait même pas de quoi il s'agit. Donc on a laissé le main libre au gouvernement de prendre. Oui, mais on ne sait pas exactement de quoi est-ce qu'il s'agit. Deuxièmement, la Cour dit voilà, il faut, compte tenu de la situation, il faudrait peut-être privilégier d'abord l'élection des gouverneurs avant l'élection des députés provinciaux. Mais, monsieur Jean Romance, sur base de quel fondement juridique ça? Les gouverneurs sont élus par les députés provinciaux. Comment est-ce que les gouverneurs peuvent être élus si les députés provinciaux ne sont pas élus? Donc là, la Cour, non seulement elle statue ultra petita parce qu'elle n'a pas qualité pour pouvoir se substituer à la CENI et commencer à dire qu'en fait, et commencer à ajuster le calendrier en disant il faut faire passer les élections des gouverneurs avant les élections des députés provinciaux. Non seulement elle se substitue à la CENI, mais en plus, elle recommande quelque chose qui n'a aucun fondement juridique. Parce que les gouverneurs sont élus par les grands députés, les grands électeurs que sont les députés provinciaux, justement. C'est les députés provinciaux qui élisent les gouverneurs et qui vont aussi élire les sénateurs. Alors, comment est-ce qu'on va organiser d'abord l'élection des gouverneurs et puis après on va procéder à l'élection des députés provinciaux? Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Donc, on va faire sortir des gouverneurs avec des députés provinciaux qui ne sont plus légitimes, dont le mandat est expiré. Quelle est la logique là? Je ne comprends pas. Donc, je comprends qu'effectivement, qu'il y a un véritable problème, qu'il y a déjà des irrégularités dans cet arrêt-là. Et je comprends parfaitement la démarche de Mme F. Bazaïba. Oui, vous comprenez dans les démarche de Mme F. Bazaïba. Il y a quand même une question qui taraude en tout cas les esprits. L'élection des gouverneurs intérimaires qui devait être, qui était prévue. On dit qu'il n'y a pas d'argent. Est-ce qu'on ne peut même pas acheter une rame de papier duplicateur, par exemple, pour une assemblée, par exemple, de 20 personnes? Même un cahier de 24 feuilles ne peut pas suffire pour organiser ces élections-là? D'abord, même les gouverneurs, monsieur, on va nommer les gouverneurs, on va nommer les hauts fonctionnaires, on va nommer les gouverneurs. Quel est le texte qui nous permet de faire ça? Parce que nous savons que les gouverneurs sont élus par suffrage indirect.
Maintenant, on nous parle de nomination. Mais quel est le fondement juridique? Quelle est la base légale pour pouvoir justifier la nomination? Ça, c'est une chose. Effectivement, comme vous dites là, apparemment, la CENI avait demandé 2 millions de dollars, si je ne me trompe pas, pour l'organisation des élections. Et le gouvernement dit que ça n'a jamais été budgétisé. Mais comment ça n'a jamais été budgétisé? C'est ça le problème. Donc, nous sommes vraiment, monsieur le journaliste, nous sommes dans une république, passez-moi l'expression, des incompétents. Et nous sommes là, ils sont là maintenant avec leur propre turpitude, dans des jérémiades, et ils embarquent comme ça le pays dans leur turpitude. Et quelle chance vous donnez à la requête de Mme Bazaïba auprès de la Cour constitutionnelle? Je ne sais pas exactement. Moi, je comprends la démarche parce qu'effectivement, même pour tout praticien du droit, vous direz qu'il y a déjà l'arrêt à des irrégularités. On ne peut pas. Elle ordonne des choses alors qu'elle ses statuts ultra petits. Elle n'a pas de compétences pour ordonner un certain nombre de choses qu'elle a ordonnées. Ensuite, elle demande est-ce que les gouverneurs soient élus avant les députés provinciaux alors qu'il n'y a aucun fondement juridique là-dessus. Donc moi je comprends la démarche. Maintenant quant à la suite, franchement je ne sais pas. Moi je pense à ce stade-ci, tel que les choses sont en train d'être faites, ça ne sert à rien de donner encore des prérogatives, plus de prérogatives à ce régime, passez-moi l'expression, vraiment incapable, des gens qui n'arrivent pas à gérer en homme d'État. On doit laisser tomber. Monsieur Jean Romance, je pense qu'on doit laisser tomber. Les élections des gouverneurs, les élections des provinciaux, on doit oublier ça, on laisse tomber, on prend notre mal en patience et nous devons nous concentrer sur les élections présidentielles et les élections législatives. Ça, c'est ce que moi je pense. Quand vous parlez de législatives, seulement législatives nationales ou même provinciales aussi? Non, nationales, parce que si, déjà, vous voyez mais si vous dites qu'on laisse tomber les élections, par exemple, législatives provinciales, mais là, les sénateurs, les gouverneurs vont continuer à tourner dans un glissement interminable. Mais non, parce que, justement, vous voyez déjà le flou artistique dans lequel nous sommes. Si en plus on leur dit, ils sont déjà incapables de gérer. Si en plus on leur dit, il faut résoudre ce problème, ils vont nous emmener dans une situation rocambolesque, donc ça sera ingérable. Moi, je pense qu'il faut limiter la casse. Il faut arrêter le train. Ils sont incapables, ils ont démontré les limites. On laisse tomber les élections des gouverneurs parce que de toute façon, ils sont incapables. Ils manquent de volonté ou ils sont incapables? Ils sont incapables. Il y a d'abord le manque de volonté et puis même s'ils sont incapables de gérer l'État. Donc on laisse tomber ces histoires des élections des gouverneurs et des provinciaux. Décaissons l'argent pour les élections présidentielles et législatives. Comme ça, le gouvernement, le président qui sera élu en 2016 avec son gouvernement devra vraiment en 2016 organiser donc tous les arriérés voilà, électoraux. Ce sont là les propositions de Cynthia Koudoura, donc qu'on mette un peu en sourdine les élections provinciales, locales et urbaines, qu'on se concentre sur les élections présidentielles et législatives nationales pour éviter le glissement. Exactement. Et sans vous couper. Oui, chuter. Je chute par là. Je dis par exemple, ils disent ici qu'ils n'ont pas d'argent, n'est-ce pas? Mais en même temps, ils ont amorcé l'éclatement des provinces. Est-ce que vous pouvez comprendre ça? Quand vous regardez en France ce qui s'est passé, Hollande a entamé une réforme territoriale qui consiste à regrouper les régions. Donc on va en France vers la suppression des départements vers 2020. Pourquoi est-ce que Hollande fait ça? Justement par un souci d'économie. Le secrétaire justement d'État à la réforme territoriale en France dit qu'on peut économiser entre 10 et 25 milliards de dollars. C'est pas rien pour l'État. Donc quand vous regardez comment ça se passe dans les pays comme la France des pays développés, puissants économiquement, etc., eux font l'inverse. C'est-à-dire qu'ils regroupent les régions, donc ils diminuent les collectivités absolument pour pouvoir avoir moins d'élus. Exactement, pour pouvoir avoir moins d'élus et ça va être plus gérable. Nous, on a déjà été incapable avec les 11 provinces de doter ces provinces d'une certaine autonomie financière. Les rétrocessions, vous savez très bien qu'elles n'arrivent pas toujours. Et là, en plus, on arrive à une année des élections. Ils n'ont déjà pas d'argent pour les élections et ils décident d'éclater encore les provinces et donc du coup d'augmenter les dépenses de l'État. C'est là où je dis le gouvernement est incapable, ce régime a failli, il a démontré ses limites. Je pense qu'il faut arrêter les frais. Laissons tomber comme ça, allons comme je l'ai dit vers oui, merci beaucoup Cynthia Koudoura, secrétaire générale adjointe du FIS, pour en tout cas cet éclairage sur l'actualité de la semaine. Nous changeons de registre, en tout cas. Un autre sujet controversé, c'est la dissidence et la fronde du G7. Les groupes de Kingu Akumwanza, Mwando Simba, et Nundo Bonongue, Olivier Kamitatu et Lutundu Lapala et consorts, ça défraie la chronique, suivant la prise de position d'un groupe extra-parlementaire de majorité présidentielle, en tout cas,
qui est fâché, très fâché contre les fondeurs de la majorité présidentielle, suivant, en tout cas dans ces déclarations, lues par Moussa Kalema. Les 28 partis politiques extra-parlementaires, membres de la majorité présidentielle, réitèrent leur soutien à l'autorité morale de la MP Joseph Kabila Kabange. C'est à la suite du départ de G7 de leur famille politique. Dans une déclaration rendue publique ce mardi, lue par le coordonnateur de ces partis politiques, Moussa Kalema, il fustige les comportements de leurs ex-camarades vis-à-vis de l'autorité morale. En s'acharnant sur la personne du chef de l'État à travers leurs lettres successives de février, mars et septembre 2015, ces acteurs politiques ont rompu leur contrat de confiance avec celui-là même qui leur a donné la vigueur politique. Comment ne pas penser à une conspiration? Comment comprendre que des personnes embarquées dans un même bateau que nous, sous la conduite de l'autorité morale, pouvaient chercher à les déstabiliser au moment où le navire était en train de prendre son élan? Comment ne pas être préoccupé qu'au moment où la nation a pris besoin de la quiétude, de la tranquillité et de la paix, des personnalités politiques ou passés rocambolesques cherchent à récidiver dans la logique du chaos? Comment ne pas s'interroger sur leurs intentions réelles lorsqu'ils s'en donnent à cœur joie au procès d'intention à travers une lettre de 23 points adressée au chef de l'État qui, par ailleurs, les avait autrefois récits, apaisés et rassurés au sujet de leur soi-disant inquiétude. Alors qu'à chaque occasion, le président de la République, chef de l'État, n'avait jamais cessé d'affirmer sa détermination de veiller au respect de la Constitution et aux lois de la République. Parti extra-parlementaire de la majorité présidentielle.